Alors, on était donc en train d'évoquer le cas d'Africa numéro 1 où les salariés cumulent 15 mois d'arriérés. Tout de même, Francisco, 15 mois d'arriérés, c'est vrai qu'on le dit, la radio elle-même, on ne sait pas si c'est récupérable ou pas, parce que le directeur poursuit et dit que même si les salariés voulaient reprendre le travail, ils ne le pourraient pas, car le matériel a déjà été démantelé dans les studios. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la situation de ces confrères-là? Non, mais c'était comme ce qui nous a... qui leur doit? C'est la Libye, c'est le Gabon, c'est qui leur doit? En fait, c'est en principe les deux, mais je crois que la Libye s'est totalement désengagée. Donc c'est le Gabon. En fait, c'est l'initiative de Bongo. On l'a toujours chanté. Si les fils de Bongo ne peuvent pas maintenir l'héritage de leur père, c'est seulement le pouvoir qui les intéresse. Alors ce que le père a fait de bon pour cette Afrique, je ne sais pas combien, ces 15 mois d'arriérés de salaire, c'est combien. Bon, maintenant que le matériel a été démantelé, c'est qu'il faut forcément créer un autre studio. Ouais. Les gens, les collègues, les confrères l'ont dit ici, et je pense que l'Union africaine a des budgets pour la communication et autres. Ils peuvent se saisir de ce budget pour totalement refaire... Bon, mais actuellement, l'Union africaine aussi est en pleine réforme, mais on est en train de supprimer un certain nombre de choses pour rendre cette union moins bureaucratique. Est-ce que leur priorité va être communication, radio? Attendez, regardez même dans notre Togo ici. Qu'est-ce que les gens suivent comme chaîne dans notre pays? Aujourd'hui, pratiquement, beaucoup de chaînes sont des chaînes locales. Ouais. Si ce n'est pas Lomé, une chaîne de Lomé pour dépasser Lomé, c'était radio, peut-être c'est à Chevier, et puis après, c'est fini. Ouais. Et pour la télé, c'est aujourd'hui New World TV qui offre encore un peu plus de pertinence au débat et que les gens suivent sur l'ensemble du territoire. La TVT, on ne peut même plus parler, et pour dire que il y a des productions, on ne voit pas d'avant, il y avait des productions, des films, même des théâtres qu'on suivait. Aujourd'hui, ce n'est pas. Mais quand vous captez la TVT, c'est comme si vous êtes en train de suivre une chaîne du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas de production locale. Vous l'avez dit, on a des écoles, on a les ICA, on a l'UCAO, Estal, voilà, qui forment. Mais ils forment pourquoi si nous allons avoir des stations qui n'ont pas de moyens, où les agents sont des maltraités. Nous prenons la TVT, même que les chaînes officielles, les gens sont là-bas et peu sont peut-être des fonctionnaires d'État, il y a beaucoup de pigistes, beaucoup qui sont des pigistes ou sur le budget de la station. Il n'y a pas de formation. Quand vous allez, vous faites une formation, vous revenez, vous êtes au garage. Ça ne veut plus de vous. Ce que peut-être on peut vous faire un jour, c'est de vous envoyer au ministère. Maintenant, lorsque nous prenons les chaînes privées au Togo, l'aide de l'État, après, c'est combien? C'est 100 millions. Je crois 100 millions pour combien? Et puis, les gens s'en sortent avec combien? Avec 200 000 ou 100 000 des fois. Et pour toute une année. Déjà, même, c'est que l'État même ne veut pas, c'est nos États. Parce que si ça arrive au Gabon de la sorte et au Togo, bon, on peut dire certains États, puisque au Bénin et au Ghana, il y a l'investissement dans les stations locales et puis ça fait du buzz. Au Bénin également, en Côte d'Ivoire. Et les chaînes, les radios ne payent pas les fréquences. Lorsque on vous attribue la fréquence, vous payez la première quand c'est fini. C'est, disons, une exploitation à vie. Par contre, au Togo, vous devez chaque 5 ans, je pense. Non, même les fréquences, toutes les radios payent les redevances. Les redevances, les stations télé, 5 ans après, il faut renouveler la paperasse et autres. Donc, c'est une manière de tenir en laisse ces médias aussi. Hein. Oui. Parce qu'après, quand 5 ans, on dit, bon, vous n'êtes pas conforme au cahier de charges, et puis on fait disparaître des médias. Je suis d'accord qu'il y ait des contrôles, puisque même lorsque on regarde tout ça, on exige, par exemple, pour pouvoir avoir l'aide de l'État à la presse, on exige que les journalistes soient
disons, déclarés à la sécurité sociale et autres. Ce qui est rare dans le métier. Oui, ben, ce qui est rare, nous qui sommes ici. Ce qui est rare en général. Voilà, même au Togo, ce qui est arrivé aux confrères de Africa numéro 1, ça arrive dans nos pays où un confrère est malade. Il n'y a pas, d'abord, la coopération n'a pas d'assurance. Le média en particulier, la station, la télé ou bien la radio ou la presse en particulier n'a pas, disons, une assurance pour son personnel. Et puis le salaire, c'est combien? Et puis qu'on appelle ça salaire. Donc voilà, c'est quand vous envoie un reportage, vous revenez avec quelque chose. Donc voilà si vous avez la chance d'être envoyé en reportage. Voilà les conditions dans lesquelles la presse vit, où quand vous tombez malade, il faut appeler un homme politicien, pour pouvoir vous aider. Et vous devenez son vassal. Oui, ça ne fait pas la presse. Or, c'est des métiers, moi je le dis souvent aux jeunes, on ne doit pas vous faire peur de ne pas aller à la presse. Parce que quand vous voyez toutes ces chaînes, les Blancs, ils ont donné de la valeur à tout. Vous suivez un sport, un jeu, vous voyez que tous ceux qui sont autour sont rémunérés par, n'est-ce pas, le travail qu'ils sont en train de faire. Pourquoi chez nous, on continue de blaguer avec tout? Et voilà, la presse qui doit refléter le quotidien, c'est-à-dire à la base, quand il s'agit disons, d'une radio locale et autres, même le journal, on n'a pas besoin de produits pour tout le pays, mais on produit pour la région donnée. Et souvent, c'est les ONG, les associations, les organisations, même les hommes politiques. Parce qu'un homme politique, par exemple, de Bassar, qui est à Loubé et qui va même régulièrement à Bassar, n'est pas... ces représentants là-bas ne lui disent que ce qui lui fait plaisir. Or, une presse, un média bien implanté, que ce soit la presse écrite ou la presse audio-visuelle, fait faire ce travail pour qu'il sache que ce qu'on vous dit en tant que politicien, attention, le terrain c'est autrement. Donc c'est ça qui fait aussi vivre la presse. On ne dit pas que vous connaissez un journaliste ou vous donnez de l'argent ou que on ne crie pas, c'est-à-dire on ne vous critique pas dans une presse, mais on dit financer le développement parce que dès lors qu'il y a une radio ou une télé ou une entreprise de presse dans votre localité qui emploie 1, 2, 3 personnes, soyez fiers que vous avez fait quelque chose. Credo, la situation que décrit Francisco, c'est la réalité du métier. Non, c'est la réalité du métier. Dommage que ça ne soit pas le thème, sinon nous pouvons décortiquer cela, aller beaucoup plus en profondeur parce que nous savons des choses et autres là. Je dis, l'État a sa responsabilité, mais nous-mêmes, professionnels des médias, nous avons également nos responsabilités. Lorsque nous-mêmes, nous galvaudons le métier, nous vendons le métier aux politiques et nous nous offrons comme des moins que rien, excusez-moi l'expression. Donc la presse ne peut pas, c'est vrai qu'on dit que la presse est le 4e pouvoir, mais aujourd'hui au Togo, est-ce que la presse réellement est le 4e pouvoir? Est-ce que nous nous comportons comme 4e pouvoir et autres là? Donc il y a, disons, les responsabilités qui sont partagées, mais nous-mêmes, nous devons valoriser notre métier et autres là. Et vous verrez que, en fait, les politiques se moquent de nous, des médias togolais et autres là. Donc, bientôt, nous allons vivre la campagne électorale, la campagne électorale qui va commencer selon le calendrier qui nous est communiqué jusqu'ici le 4, disons le mardi prochain. Mais le mardi prochain, donc ce qui voudrait dire, donc si New World TV devrait rentabiliser, donc dès aujourd'hui, dès cette semaine, donc New World devait avoir une sollicitation qui ferait que son agenda serait vraiment chargé et les états-majors de ces partis politiques feraient la cour, vont miser beaucoup plus pour qu'on puisse leur trouver un créneau et autres là. Même, vous verrez même que si nous prenons les exemples de les réalités de nos médias, vous les invitez même pour venir parler de leur programme de société. Donc ils se font désirer, ils ne viennent pas. Non seulement ils ne sont pas à même de contribuer au développement des médias en payant juste un taux forfaitaire pour les infrastructures et autres là. Donc c'est dire que le problème de la presse et autres là, c'est un problème assez sérieux. Donc il va falloir les états généraux
qu'on avait fait et autres là, n'ont pas résolu les problèmes parce qu'on n'a pas débattu des vrais problèmes de la presse. Moi, j'appelle ces états généraux du folklore. Du folklore qui a été fait à un certain moment parce que les gens voulaient qu'on dise que c'est en leur temps qu'on a fait les états généraux. Mais les états généraux n'ont pas réglé les problèmes. Même les recommandations de ces états généraux, les recommandations ne sont pas encore... oui, donc c'est dans les tiroirs. Donc c'est vrai que des sous-commissions travaillent et autres là. Mais on ne voit pas le problème. Mais je voudrais insister. Il y a un aspect que mon confrère a développé. Disons l'assurance. Avant même d'aller à l'assurance maladie. Mais le journaliste sur le lieu de reportage a besoin d'assurance. Mais lorsque nous étions à l'UGIT, nous avons sollicité et obtenu avec la compagnie d'assurance, vous m'excusez, c'est pas de la publicité, GTAC2A qui a fait une police d'assurance pour les journalistes, une police annuelle qui les couvrait. Donc lorsqu'ils sont sur le terrain, ils ont des accidents, ils ont quelques problèmes que ce soit, l'assurance couvrait à 100% et autres là. Mais demandez-moi combien de journalistes. Et le montant à l'année varie de 14 000 à 16 000. Mais la précarité même de la vie même du journaliste. Non, mais est-ce qu'ils ont déjà même des contrats? Oui, même déjà... non, c'est pourquoi je parle de la précarité pour déboucher sur les conditions de vie et de travail des journalistes et autres là. Donc c'est dire que les réalités que vivent nos confrères de Africa numéro 1, nous les vivons, mais beaucoup plus dédoublés. Dédoublés autres là. Eux, ce sont des professionnels de luxe. Mais les professionnels de misère venaient au Togo pour voir et autres là. Donc ça fait mal. Ça fait mal que un promoteur d'un événement dise que pour communiquer avec les médias, il suffit d'organiser une conférence de presse et puis de leur donner 5 000 francs CFA pour le truc là. Mais moi je dis non. Vous donnez 5 000 francs, mais c'est comme si vous jetez de l'argent par la fenêtre. Mais si ça vient, moi, à mon niveau, mais l'organe doit vivre. Mais ce n'est pas les 5 000. Ils vont jusqu'à donner 700 francs, 1000 francs. Mais malheureusement, ils trouvent des gens qui ont inondé la profession, mais qui prennent ça et autres là. Et avec le pullulement des sites internet, et des nouveaux médias et autres là, donc tout le monde s'improvise journaliste. Ça là aussi n'aide pas la profession. Mais il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup plus sur la profession, non seulement au Togo, mais également du côté de l'international. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez au Nigeria aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent le National Union of Journalists. Là, eux-mêmes, ils ont refusé l'aide de l'État à la presse. Et l'association des journalistes, eux, ils ne parlent pas en termes de patronat de presse, en termes de journalistes, ça c'est un creuset. Et tous les journalistes qui sont membres de cette association, dans tous les États du Nigeria, il y a une base qui est à Abuja. Mais à la fin du mois, chaque journaliste est retenu, il lui est retenu sur son salaire 10%. Et c'est ça qui fait vivre l'association. Et aujourd'hui, cette association a son université de journalisme. Cette association a développé même un complexe hôtelier pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Donc, ils sont arrivés à un niveau de développement qu'ils disent aux politiciens, gardez vos sous, nous n'en avons pas besoin parce que vous nous donnez avec la main droite, mais avec la main gauche, vous exigez des choses. Et c'est ça l'asservissement même de la presse. Nous, au Togo, nous n'avons pas encore ça. Mais le problème, c'est également du côté de l'international. 10% de salaire ici, vous allez déclencher. Non, 10%, mais les salaires même sont combien? C'est ça, vous allez déclencher une guerre. Est-ce qu'on peut parler même de salaire? C'est ça la question. Non, mais est-ce qu'on peut parler de salaire? Laissez-moi ajouter un petit mot. Vous imaginez, c'est intriguant. Lorsque moi j'étais à la gestion de la radio Daoul, vous imaginez, on vous appelle, des organisations vous appellent, on vous dit que nous on a telle communication à passer, mais souvent c'est les choses, et on vous dit qu'on a tel montant. Ils ont même préparé le chèque, un chèque de 30 000. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire, disons, un lancement inaugural ou quoi, et sous les appartements quelque part, et tout ce qui est construit là-bas, la sono, tout, ça dépasse ce qu'on paye pour l'ensemble de la presse. Or, la vraie communication, c'est après le travail sur l'appartement, où les gens sont réunis et disons restreints, que la presse qui est un média de masse va passer l'information. Même la CENI dont vous parlez, la Commission électorale nationale indépendante, s'ils sont vraiment dans leur rôle, jusqu'ici, je ne pense pas qu'ils ont encore associé la presse
à ce qu'ils sont en train de faire, en dehors de quelques conférences de presse. Non, mais je crois qu'il faut nuancer parce que la CENI a fait des contrats pour les médias et les médias ont consenti. Est-ce que le contrat a été discuté ou bien Non, mais moi je crois que ce n'est pas le plateau. Mais toujours est-il qu'il y a même des efforts. Pas seulement la CENI, mais il y a même le HCOUT qui ont fait des contrats. Mais on souhaiterait que avant l'établissement de ces contrats, comme tu l'insinues, qu'on prenne langue avec les médias. Voilà, parce que les réalités pour les médias audiovisuels, ne vivent pas les mêmes réalités que les médias classiques, la presse écrite et autres là. Mais je pense que au-delà de ce que vous dites, il y a un point important qu'on n'a pas abordé. C'est-à-dire celui, par exemple, du cas spécifique où on a 15 mois d'arriérés de salaire, des gens qui sont virés, des gens qui se retrouvent sans rien, et la justice. On n'a pas posé la question de la justice. Le recours pour ces hommes-là de toucher une institution qui serait indépendante et qui les rétablirait dans leurs droits. Normalement, à partir des 15 mois, avant même les 15 mois d'arriérés de salaire, il y aurait dû avoir des recours. On aurait dû entendre parler de justice, d'avocats, de plaintes. Mais là, on est dans une situation qui est aussi commune en Afrique. Le cas de personnes qui sont flouées dans leurs droits, à qui on doit de l'argent, à qui il y a des contrats, il y a les preuves qu'on leur doit de l'argent, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leurs droits tout simplement parce que l'institution à laquelle ils doivent s'adresser est viciée. Non seulement qu'on peut prêter des intentions à cette institution judiciaire, mais nous n'avons pas aussi la culture de réclamer nos droits. Bon, les quelques rares fois où c'est fait, je peux vous assurer que les gens usent de tous les moyens pour se sortir. J'en connais un rayon là-dedans. Non, mais moi je crois que c'est déjà passé par là. Non, vous êtes passé par là, mais peut-être que vos arguments n'ont pas convaincu à un certain moment. Ou bien il y a eu des raisons plus puissantes. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des journalistes qui ont 15 mois d'arriérés de salaire. Il y a la question de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ne se plaint pas. Le tribunal du travail, les inspecteurs du travail qui ne se plaignent pas. La justice qui est là. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas normal. Normalement, les gens doivent s'auto-saisir. Ces institutions sont là pour protéger. La question d'une institution indépendante qui permet aux citoyens togolais, aux travailleurs togolais de pouvoir réclamer ses droits et de pouvoir ne serait-ce qu'avoir une décision de justice, même si on ne va pas leur donner les 15 mois d'arriérés, d'avoir une décision de justice qui dit à ces familles, à ces pères de famille, à ces mères de famille, nous reconnaissons que telle société vous doit tant d'argent, tant d'argent, tant d'argent. Maintenant, voyons dans quelles conditions on peut vous les restituer. Même ça, il n'y a pas. C'est-à-dire, et le problème en Afrique, c'est qu'il faut ça. C'est-à-dire, pour qu'on puisse créer des sociétés, avoir des organes de presse indépendants qui avancent, avoir des acteurs qui peuvent assumer leur travail, assumer leur position, avoir des journalistes qui peuvent faire un article, même si on les attaque, dire « Voici les preuves de l'article que j'ai fait, voici l'article que j'ai produit, vous ne pouvez pas me licencier parce que encore faut-il que vous justifiez de la raison pour laquelle vous me licenciez. » On a besoin d'institutions indépendantes qui puissent remplir ça pour que qu'on appelle certains corps de métier et même tous les corps de métier puissent avancer et se réaliser. Sinon, c'est impossible. Je propose qu'on change de sujet. C'est vrai que c'est un sujet assez passionnant parce qu'on est journaliste. On va passer maintenant au Sénégal alors que le PDS annonce le retour imminent de Karim Wade au Sénégal. Ce Karim Wade qui vit en exil au Qatar depuis plusieurs années. Des pontes du régime commencent dans les menaces contre Wade fils. Cette fois, c'est l'ex-première ministre Aminata Touré qui s'est illustrée. Et pour cause, l'ancienne ministre de la Justice avertit le candidat du PDS pour fouler le sol du Sénégal. Elle indique que Karim Wade doit payer les 138 milliards de francs CFA qu'il doit à l'État du Sénégal d'après le jugement de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Soit il paye, soit il retourne en prison. Francisco, c'est un chantage qu'on fait à Karim Wade? Oh, ça ressemble à un chantage, surtout qu'il s'agit des hommes politiques. Mais moi, fondamentalement, sur la base de ce jeune Karim Wade, je me demande d'où il sort toutes ces richesses. Parce que depuis qu'on l'avait inculpé et même jugé et autres, et condamné, on était là ici quand son papa était dans l'opposition, on n'a jamais senti que son fils était enrichissime. Mais dès lors que son papa est devenu président, il était super ministre.
occupait beaucoup de portefeuilles. Ministre du ciel et de la terre. Voilà, c'est sous lui que beaucoup de travaux ont été réalisés. Et, bref, ces biens qu'il possède sont estimés, sont visibles. Ce n'est pas qu'on ment sur son compte. Donc, par conséquent, en quelques laps de temps, peut-être 10 ou 12 ans, de 12 ans environ de règne de son papa, si lui seul, il a pu accumuler ça de grâce, il devait au moins, ce qu'on disait, pour être libre, il faudrait qu'il rembourse quand même une partie, 138 milliards, je ne sais pas, mais j'estime pour cette richesse, voir l'état dans lequel le Sénégal est, avec des conditions, des délestages, des routes surtout en saison pluvieuse, même Dakar n'est pas aussi, n'est pas épargné, et qu'une seule personne, sinon une seule famille, s'amasse autant de richesses, lui-même, je serais à sa place, peut-être que je vais me cacher quelque part, au lieu de vouloir forcément revenir. Si lui, en tant que fils du chef, simple fils du chef de l'État, va occuper des postes, a pu amasser autant, qu'est-ce qu'il adviendrait si vraiment lui-même devenait chef d'État, président. Donc, s'il arrive au pays et qu'il va au trésor, il verse cet argent, je crois qu'il sera libre, mais s'il ne verse pas, s'il va en prison, moi, j'applaudirais, n'est-ce pas, la justice sénégalaise, parce qu'il faut qu'il rembourse un peu au moins sur ce qu'il a amassé. Mais Credo, là où se trouve aussi le chantage, c'est que l'État lui dit, si tu mets pied au Sénégal, tu dois rembourser. C'est comme si tu restes en exil, tu n'as rien à rembourser. Non, mais il faut dire qu'aujourd'hui, Karim Wade n'est pas désiré au Sénégal. Donc c'est le message qu'on lui dit. Oui, mais s'il a autant d'argent qu'il doit au Sénégal, quel que soit là où il vit, le Sénégal doit tout faire pour rentrer en possession de ses fonds. Oui, le Sénégal doit tout faire pour recouvrer ce qu'il doit à l'État sénégalais. Mais il y a des voies de recours qui sont conventionnelles. Mais lorsque la politique s'invite dans la chose, et on sait que Karim Wade a des ambitions présidentielles. Donc, s'il faut le coincer, mais on lui dit de bosser. Et c'est une façon également de l'essouffler financièrement pour qu'il ne puisse pas faire face à la campagne, à ses frais de campagne ou bien à ses frais électoraux et autres là. Donc, c'est une autre façon aussi de le narguer pour lui dire, monsieur, les portes de la prison sont toujours ouvertes et puis le portail t'attend. Et si tu mets pied par hasard au Sénégal, à Dakar. Donc il faut savoir que de l'aéroport, ta destination, ton hôtel de luxe, c'est la prison, à condition que tu te décides à honorer rapidement ce que tu dois à l'État sénégalais. Donc je crois que au-delà de ce procès qu'il a condamné et au-delà de ce qu'on lui remarque, qu'on lui réclame aussi, donc il faut dire que c'est la démocratie même du côté du Sénégal qu'il faut interroger. Et c'est la sentence des vainqueurs parce que on en a vu dans quelles conditions son père est parti. Et lorsque Karim Wade était en prison, donc on a vu toutes les gesticulations même de son papa. Et lorsque Karim Wade a été même libéré, donc on a vu comment est-ce qu'on a organisé sa sortie même du territoire sénégalais. Donc c'est dire que si le gars du jour au lendemain avec un brin de liberté a nargué l'État sénégalais, même juste par l'avion qu'on a affrété pour le chercher, avec tout ce qu'il a fait comme un luxe insolent, c'est qu'il doit être à mesure de payer rien que les 138 milliards et autres là. Alors, Maurice, un mot sur l'affaire. Bon, le mot que je dirais, c'est... Alors moi, je vais remonter un peu plus haut. Mettons, la plupart des politiques sénégalais que l'on a actuellement qui sont médiatisés, c'est, on va dire, la descendance politique de Senghor. Diouf et Wade étaient, on va dire, à l'école de Senghor. Malheureusement, on n'a pas l'école de Mamadou Dia, on n'a pas l'école de Cheikh Anta. On a une jeunesse qui se réclame de Cheikh Anta. On a une jeunesse qui se réclame des idéaux de Mamadou Dia. Mais quand on voit la plupart, disons, l'ossature politique sénégalaise, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'école de Senghor, donc de l'école de Wade et de Diouf. Parce qu'après, l'ironie veut que sous Senghor, Senghor prend Diouf,
Et étonnamment, les deux compagnons qui allaient tous les deux chez Senghor, Wade devient l'opposant de Diouf. Et même quand on réinstaure la démocratie au Sénégal avec un nombre restreint de partis politiques, on a une confrontation Diouf-Wade qui va se perpétuer jusqu'à l'accession au pouvoir de Wade. Et actuellement, quand on voit beaucoup d'hommes politiques sénégalais, on voit que, comme par exemple on prend les acteurs, on prend Ibrahima Seck, on prend Macky Sall, on prend Karim Wade, c'est la descendance de Wade. Par conséquent, parfois j'ai la sensation qu'on joue, on fait mettons que c'est de la stratégie médiatique. Parce que c'est qui Karim Wade? Karim Wade, c'était un jeune qui a un parcours plaisant. Son père a été président, il le coopte, il est au conseil de son père, après il est super ministre. S'il est super ministre, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de dire que Wade n'est pas quelqu'un d'intelligent. Il a peut-être fait un peu de népotisme, mais je pense qu'il s'est dit son fils a la potentialité de pouvoir gérer tous ces ministères. Et effectivement, même si on l'attaque, on ne l'attaque pas sur tout. En tout cas, il n'y a pas des écrits qui disent qu'il n'a rien foutu de manière péremptoire. Alors, après ces super ministères, on sent qu'on veut le mettre, on veut le lancer sur les chemins de la présidence, et il est contesté. Mais il est contesté sur quoi? Il est contesté sur le fait qu'il ait été super ministre, sur le fait qu'il ne parle pas la langue, qu'il ne soit pas pleinement adapté. Et étonnamment, on a Macky Sall, qui est porté au pouvoir. Et puis bizarrement maintenant, on a un Karim Wade qui est spolié, qui est mis en prison. On a un accord qui est étonnamment, surtout pour la démocratie sénégalaise, là je rejoins Credo qu'il a raison, pour l'image de la démocratie sénégalaise, on nous apprend que le monsieur qui a détourné des milliards de fonds, on a trouvé un arrangement pour qu'il soit infiltré, et s'il revient sur le... Alors j'ai l'impression parfois que toute cette communication négative sur Karim Wade est quelque part organisée pour en faire... pour lui faire une image de martyr, pour lui donner une certaine comment dirais-je, un certain droit à remplacer son père et lui donner une certaine envergure politique. Bon, l'avenir nous dira, après le deuxième mandat de Macky Sall, ce qu'il va advenir de lui. On va marquer la pause et on reviendra après continuer le débat.